Bien, bonsoir à tous, merci. Merci d'être nombreux sur ce sujet très important dont on vient déjà de tracer les grandes lignes et surtout les enjeux et les urgences qu'il faut prendre. Nous sommes très heureux d'accueillir ces deux tables rondes que nous allons avoir devant vous. En vous passant la parole brièvement, vous ne nous en voudrez pas, mais on prendra quelques questions quand même pour connaître votre sentiment dans la salle. Deux sujets donc qui ont été proposés pour cette table ronde. Le premier, on est au fond sur un bilan, la couverture, un état des lieux, un petit peu cette couverture des risques climatiques. Est-elle soutenable telle qu'elle est proposée aujourd'hui? On en a déjà tracé les contours, donc on va y revenir et avec nos quatre invités, je présente tout de suite, voir ce qu'ils en pensent et ce qu'il faudrait faire éventuellement, ce qui sera ensuite le sujet de la deuxième table ronde où l'on reviendra, comme nous l'a dit Clément Beaune, davantage sur les responsabilités de l'État, mais l'État ne sera pas tout seul comme on l'a compris. Je vous présente donc nos invités de cette première table ronde, Madame Christine Lagarde, sénatrice des Hauts-de-Seine, à l'origine d'une proposition de loi sur laquelle Christine Lavarde, j'ai dit, c'est bien ce que j'ai dit. Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine, sur la proposition de loi dont il a déjà été question qu'elle va nous redéfinir. Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Édouard Vieillefond, directeur général de la Caisse centrale de réassurance, et à ma droite Arnaud Schneeweiss, médiateur de l'assurance. Donc, je demandais peut-être à chacun rapidement de faire un constat de la situation actuelle, peut-être au hasard. Monsieur Demurger, si vous le voulez bien. Vous avez chacun un micro devant vous. Et ma question est plutôt, au fond, ça fait, je crois que le débat a déjà commencé au sein de la fédération, déjà, sur la montée des risques. Est-ce que vous considérez que vous avez été pionnier ou est-ce que vous voyez quand même une évolution assez rapide? Ce sera ma première question sur la prise de conscience que vous ressentez les uns et les autres. Pascal Demurger, on demandera ensuite à Arnaud Schneeweiss, enfin chacun de là où vous êtes. Monsieur Demurger. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Ça fait quelques années maintenant que, alors en particulier la maison que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, a attiré l'attention de la profession d'abord, des pouvoirs publics ensuite, sur cette question de l'assurabilité, avec finalement, face au dérèglement climatique, à ses conséquences et donc à l'augmentation quasi exponentielle du niveau des risques à couvrir, au fond, deux conséquences. Une conséquence extrêmement facile à envisager, à anticiper, qui est naturellement si les sinistres sont plus nombreux et d'une intensité plus importante, le coût pour l'assurance va être plus élevé et donc il y a un risque d'augmentation très forte des primes d'assurance, jusqu'à éventuellement un risque d'exclusion au fond du marché des populations les plus fragiles, qui sont d'ailleurs bien souvent aussi, en tout cas en partie, les populations les plus exposées. Ça, c'est le premier risque. Et puis le second risque, finalement, provient du croisement de deux phénomènes. Ce premier phénomène, l'élévation du niveau de risque, et le second phénomène qui est l'amélioration constante du niveau de connaissance que les assureurs ont, d'une manière générale nous avons, sur la probabilité de survenance d'un risque à un endroit donné. Il y a un certain nombre de risques. Alors c'est évident, par exemple, pour ce que l'on appelle le retrait du trait de côte. C'est évidemment très localisé. Mais il y a d'autres risques. La ministre parlait tout à l'heure du RGA, le retrait gonflement des argiles, risque associé à la sécheresse sur un terrain argileux. Le risque inondation. Tout ça, aujourd'hui, nous avons un niveau de connaissance assez précis sur la localisation et la probabilité liée à une localisation précise, à une adresse en fait, de survenance de ce risque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extrême, si on laissait le système tel qu'il existe aujourd'hui, sans régulation de la part de l'État, le fait pour un assureur, imaginons, si ça existait, imaginons un assureur qui serait un peu moins scrupuleux. Connaissant le niveau d'exposition d'une maison, par exemple, évidemment qu'il hésiterait à assurer cette maison à l'avenir. Et donc, il pourrait se retirer d'un certain nombre de zones. Si on multiplie ça par le nombre de zones exposées, et si, à l'extrême, on généralisait ce comportement chez l'ensemble des assureurs, ça veut dire qu'à terme, il y aurait un risque que des particuliers, par hypothèse particulièrement exposés
aux risques naturels ne trouvent plus d'assurance. D'où le fait que nous ayons tiré un petit peu la sonnette d'alarme il y a déjà un certain nombre d'années. Alors, sur la prise de conscience, justement, ce que je demandais, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est là, dans le public? Si je reviens à des travaux ELAB, je crois que vous les mentionnez volontiers d'ailleurs dans vos présentations, la prise de conscience, elle est là, semble-t-il. Hein, la surprime est assez bien passée, si on peut le dire de cette manière-là. Et surtout, je cite juste des chiffres qui font référence dans le cas de 2023. Être bien couvert demeure bien sûr essentiel pour la plupart des personnes interviewées. Et 7 Français sur 10 déclarent qu'ils n'ont jamais envisagé de renoncer à leur assurance malgré la montée des risques, vous le confirmez. Donc il y a bien une prise de conscience et qui va sans doute encore s'augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part de différentes catégories d'acteurs. Il y a, comme vous venez de le dire, une prise de conscience du grand public, qui effectivement a parfaitement intégré, voit quotidiennement, à certaines périodes en tout cas, des images de catastrophes naturelles. La ministre évoquait tout à l'heure les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est impressionnant et chacun comprend bien que oui, s'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, ça va coûter de plus en plus cher de couvrir ces catastrophes naturelles. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience du grand public est effectivement relativement forte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également une prise de conscience, notamment sur ce risque d'inassurabilité, de retrait éventuel des assureurs si nous ne faisons rien. Il y a aujourd'hui une prise de conscience et qui a été assez rapide finalement de la part des assureurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, la majorité, et je veux croire demain la totalité, des assureurs présents sur le marché français, ont effectivement la volonté de trouver un système de mutualisation, de partage, de répartition du coût de ces catastrophes naturelles sur l'ensemble de la profession de l'assurance pour qu'il y ait une répartition à peu près homogène. Ce qui veut dire que la profession quand même s'est emparée du sujet. On reviendra avec quels outils, et notamment question très importante de la prévention sur laquelle vous avez aussi des choses à dire. Peut-être même question, Arnaud Schneider, je me retourne vers vous sur cette peut-être prise de conscience générale. On fait un peu un état des lieux, un constat, avant de voir si tout cela est soutenable. Il y a peut-être une prise de conscience qui progresse sans aucun doute, mais alors le sujet, c'est que cette prise de conscience, est-ce qu'elle se traduit dans des actions concrètes? Je pense que le défi pour nos 3 autrices, c'est est-ce que votre rapport va pouvoir se transformer en décisions concrètes sur la prévention, sur la cartographie des risques, un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, parce que des notes intelligentes, on en a tous fait à cet extrade depuis au moins une dizaine d'années. On a écrit des notes, on a des articles, on a publié des rapports les uns et les autres. Et dans le public, un certain nombre d'acteurs au premier rang ont également publié des rapports. La question c'est est-ce qu'on transforme l'action? On est censé avoir une journée de la résilience le 13 octobre. Personne ne le sait en gros. Sauf Édouard, chargé de la Caisse centrale de réaction. Vous faites bien dire que personne ne le sait. Et moi, et peut-être Thierry, voilà. Mais ça devrait être une grande journée de mobilisation où les élus locaux informeraient leurs concitoyens des risques pesant sur leur commune, leur village, quels risques naturels pèsent sur eux, quels sont les bons réflexes à avoir. On a des gens qui, lors des catastrophes naturelles, sont morts noyés en essayant d'aller sauver la voiture dans le sous-sol, à Mandelieu, la Napoule. On a des gens qui sont morts noyés parce qu'ils dormaient dans un village en cuvette, dans l'Aude, au rez-de-chaussée. Si la chambre avait été au premier étage, ils auraient été sauvés. Donc, il y a toute une culture du risque naturel dans notre pays qui est à développer et qui me semble encore très insuffisante. Alors, un peu partout, quand même, elle est insuffisante chez nos élus locaux, Madame la sénatrice, je le pense, qui ne prennent pas suffisamment le sujet à bras-le-corps, à la fois dans leurs décisions concernant l'artificialisation des sols, concernant les constructions nouvelles, concernant l'information des populations sur les risques locaux qui pèsent sur les populations. Et puis, après, chacun d'entre nous a sa responsabilité. Donc, sans doute que collectivement, Pascal a raison, sans doute que nous sommes davantage conscients, nous comprenons mieux. Et les assureurs, sans aucun doute, ont parfaitement compris, anticipé. Et tu le laisses entendre, certains ont tellement bien compris qu'ils ont envie de se retirer de certaines zones du territoire.
Et certains l'ont déjà fait dans certaines Mais voilà, zones. le sujet, c'est comment on passe de la prise de conscience progressive à l'action concrète. Cartographie, action de prévention, lutte contre l'artificialisation des sols. Qui, y compris financièrement, serait quand même un avantage énorme si on y parvenait. Cette journée du 13 octobre, vous êtes bien embêtés, personne n'est au courant? Si, bien sûr. Alors, à votre tour peut-être de commenter. Madame Lavarde, je veux bien, puisqu'on s'est adressé également aux élus, si j'ai bien entendu. Oui, alors peut-être que les élus locaux sont peu informés, mais en tout cas, je peux vous dire que les sénateurs qui les représentent, eux, sont très informés parce qu'on débat et on légifère assez régulièrement sur ces questions de prévention, que ce soit le risque incendie, les catastrophes naturelles. Pas plus tard, enfin voilà, en moins de 6 mois, on avait débattu 2 fois de ce sujet dans l'hémicycle du Sénat. Si peut-être pour revenir sur mon appréciation du rapport de France Stratégie. Alors, au Sénat, donc comme je vous le dis, on a travaillé très largement sur cette question. On a eu des missions d'information sur les inondations. J'ai fait 2 travaux de contrôle budgétaire sur le régime du CatNat, sur le régime de retrait-gonflement des argiles. On en est quand même arrivé à la conclusion que le régime aujourd'hui qui existe est le meilleur qui puisse exister, puisqu'on s'était même dit que nous étions prêts à repartir d'une feuille blanche et à réinventer complètement le système. Et voilà, la CCR que j'avais eu l'occasion d'auditionner, c'est ce que je leur avais dit en commençant, en leur disant, écoutez, moi je suis pas là, je représente pas l'administration, j'ai tout pouvoir, c'est la chance d'être législateur, donc on peut tout réinventer. Et à l'issue de ces plus de 6 mois de travaux, je pense que j'ai auditionné quasiment tous les assureurs, quelle que soit leur forme, tout le monde est arrivé au même constat. Et en regardant aussi ce qui se passe chez nos voisins, c'est que ce régime, tel qu'il existe aujourd'hui en France, est déjà un régime qui fait largement la place à la mutualisation du risque et aussi à une sorte de sociabilisation, parce que c'est un exemple que j'aime bien prendre et qui, je pense, est très marquant. Aujourd'hui, le régime d'indemnisation, donc le système CatNat et aussi le système de prévention qui passe par le fonds Barnier, est un système qui est financé à partir d'une surprime fonction de votre prime d'assurance. Votre prime d'assurance, elle est déterminée en fonction de votre risque et aussi en fonction de la valeur de ce que vous assurez. Donc, si je le dis ainsi, quelqu'un qui habite au 5e étage d'un immeuble haussmannien au plein cœur de Paris, globalement, son aléa est nul. Enfin, nul, sauf s'il a une cave et encore s'il est proche de la Seine, mais sinon, il ne lui arrivera rien. Il ne va pas souffrir d'un cyclone, il ne va pas voir une inondation, il ne va pas voir sa maison se fissurer, parce que ce sont les maisons individuelles qui sont soumises au retrait-gonflement des argiles. Il ne va rien lui arriver. Et pour autant, il paye une prime importante parce que la valeur de son bien et la valeur de ce qu'il protège à l'intérieur de ce bien sont élevées. Et donc, il va contribuer beaucoup plus que des personnes de moyens modestes qui assurent une maison avec une faible valeur et qui sont pour le coup très vulnérables à certains aléas naturels. Donc, c'est là qu'on retrouve ce système de solidarité qui est la base justement du régime des CatNat. De mutualisation. Mais si l'on revient quand même sur CatNat, je le rappelle, 1982, je crois, et pas retouché depuis. Donc, c'est ce que vous proposez, enfin, pas retouché, en tout cas pas, peut-être pas suffisamment aux yeux de beaucoup d'entre vous. Si l'on revient sur cette réforme, ce régime d'indemnisation, dont on a déjà dit effectivement qu'il était assez exemplaire et envié, a dit Clément Beaune, par nos partenaires européens, mais vous tenez quand même à un petit peu l'amender. Oui, alors aujourd'hui, on va dire qu'il a une faille, à savoir que justement, son financement, donc qui est déterminé par une surprime, et de la détermination du taux de la surprime et de la voie réglementaire, donc finalement, appartient au pouvoir politique et donc à la contingence du moment, alors même que ça devrait être complètement technique, c'est-à-dire qu'il faudrait s'échapper du politique pour tenir compte de ce qui se passe concrètement dans la vie de tous les jours et de ce qu'on observe en termes de sinistralité, c'est-à-dire à la fois fréquence, mais aussi coût, parce qu'on peut avoir des événements peu fréquents, mais s'ils sont d'une faible intensité, ils ne vont pas coûter beaucoup. Alors finalement, c'est souvent l'intensité qui détermine ensuite le coût. Et donc, c'est le premier volet de cette proposition de loi. Après, il y a d'autres mesures techniques, mais qui sont vraiment sur des petits points d'ajustement. Et après, un deuxième gros volet qui est celui de la prévention, parce qu'aujourd'hui, et on s'en rend compte, enfin, tout le monde peut s'en apercevoir,
c'est beaucoup plus onéreux de venir, par exemple, injecter des micropieux sous une maison qui se fissure, voire couler une dalle de béton pour que la maison se mette à bouger sur la dalle plutôt que sur ses fondations initiales, alors que la recherche avançant, on peut trouver des techniques beaucoup moins invasives, beaucoup moins coûteuses, qui vont permettre de maintenir un degré d'hydrométrie suffisant au niveau des fondations de la maison pour qu'elle ne se fissure pas dans les cas de sécheresse intense. Clairement, vous proposez des progrès aussi dans la recherche et de l'investissement pour aller un peu plus en avant dans la prévention. C'est vraiment un mot important sur lequel on va revenir, si vous le permettez encore une fois. Je rajoute encore, Madame Lavarde, que sur cette question du retrait, gonflement des argiles, là où on est encore un petit peu flou sur certains points, le recul du trait de côte, vous avez aussi préposition, vous pouvez le rappeler rapidement. Oui, alors il y a deux choses assez différentes. Ce ne sont pas les mêmes points aléas. Qui ont été déjà mentionnés. Non, mais ce ne sont pas les mêmes aléas. Et là, c'est important de le dire, c'est-à-dire que le retrait gonflement des argiles appartient au régime des 4 NAT. Donc à ce titre, demain peut rentrer dans les dispositifs prévus, alors que le recul du trait de côte, en ce que c'est un événement prévisible. Quand on a eu l'immeuble en Gironde, on a vu que la côte allait s'éroder et on a eu le temps de faire déménager les populations avant que l'immeuble s'effondre. Quand on pense au déménagement là, imminent du village de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a largement le temps de préparer le déménagement des populations avant que le village soit englouti. Donc le recul du trait de côte, oui, il va toucher, on le sait, il y a déjà des cartes qui ont été faites et qui montrent qu'il y a un certain nombre de communes de notre littoral qui, dans des dizaines d'années, seront sous les eaux. On a le temps de se préparer. C'est un peu différent pour le retrait gonflement des argiles, par exemple, qui a un risque à cinétique longue. On sait que, en gros, 54% des maisons individuelles sont en zone d'aléa, alors avec une probabilité plus ou moins forte. Si vous regardez les cartes, vous êtes orange, vous êtes rouge. Mais c'est difficile, on ne peut pas savoir à quel moment ça va survenir. Quel est l'épisode de sécheresse supplémentaire qui va entraîner les fissures de votre maison? Et j'ajoute qu'il est difficile aussi de démontrer d'une certaine manière que ça peut être un aléa climatique, il peut y avoir d'autres causes. Donc face à un assureur, la situation n'est pas la même que celle que vous avez décrite. C'est les problèmes de la cinétique longue. Bien entendu. Sur ce point, justement, Edouard Vieillefranc, et peut-être aussi sur l'état, la prise de conscience globale du côté des assureurs et leurs possibilités actuelles. Merci et bonjour à tous. Alors je commence par la prise de conscience, mais ça a déjà été dit. Effectivement, c'est presque étrange parce que quand on sonde les Français, quand on sonde les citoyens, mais des assureurs l'ont fait également, on est étonné par cette prise de conscience, certes récente, mais les Français, ils veulent rester assurés. Ils savent qu'il y a un risque, ils savent ce que c'est, la multirisque habitation, ils veulent la garder. Ils savent qu'on les interroge, finalement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se traduit, comme le disait Arnaud tout. Et c'est tous les risques, et c'est pas comme ça de tous les sujets qu'on peut avoir. On fait la comparaison donc avec la sécurité sociale aujourd'hui, si j'ai bien compris. Quand vous parlez de contrat santé et d'augmentation du contrat santé, je peux vous dire que le sujet n'est pas du tout le même et que quand ça augmente, on en entend parler. Là, vous avez vu l'augmentation de la surprime qui était donc de 8%. Alors, peut-être que la communication n'a pas été mauvaise, certainement. Mais en fait, les gens comprennent que c'est exogène et qu'il faut continuer de faire l'effort. Et pourquoi il faut continuer de faire l'effort? Parce que l'effort qui est est relativement faible par rapport à l'avantage. Je peux demander de prendre le micro de Mme Lavarde et le vôtre. Oui, je pense que c'est moi qui le tiens mal, donc là, ça devrait aller mieux. C'est possible. Alors, pour être très, très honnête, là, aujourd'hui, on ne va pas donner trop de chiffres, mais si on considère que être assuré contre les catastrophes naturelles, c'est à peu près 4 € par mois, je dis bien par mois, ok, si ça doit augmenter, s'il y a de l'inflation, c'est jamais agréable. Et en marginal, quand on a des dépenses contraintes, c'est pas du tout agréable. Mais en fait, si ça passe à 5, si ça passe à 6, si ça passe à 7, pour maintenir cette assurabilité dans les années 2030, 2040, 2050, en fait, on est sur une courbe tout à fait acceptable, qui démontre que c'est un régime qui fonctionne, comme vous venez de le dire, mais c'est aussi un régime qui fonctionne avec en fait un prix qui est plutôt bas au départ et qui, comme ça vient d'être dit également, est très très solidaire, puisqu'en fait, tout le monde paye la même, alors non pas la même cotisation bien sûr, puisqu'elle est indexée sur du risque, mais c'est le même taux de prime sur le risque dommage et notamment en habitation. Donc cette prise de conscience, elle est vraiment importante, elle est agréable parce qu'en fait ça va dans le bon sens. La question derrière, c'est comment on traduit ça en orientation politique, en législation et en réglementation. Oui. Vous nous dites c'est soutenable, si on vous entend bien, pour l'instant du moins. On sait faire et on est là, les assureurs sont là.
Mais jusqu'à quand et jusqu'où est-ce qu'on a un Alors, seuil je à crois que pallier? les horizons de temps sont extrêmement précis dans les deux discours que nous venons d'entendre en introduction. Il y a vraiment une question d'horizon. C'est pas la même chose de parler à 5 ans que de parler à 100 Bien ans, sûr. que ce soit pour du trait de côte, que ce soit pour des inondations, que ce soit des cyclones ou du retrait-gonflement des argiles. En fait, à court moyen terme, et nous avons fait ces calculs évidemment, en augmentant la surprime de façon mesurée, on continue d'arriver à financer le système. Alors évidemment, il y a deux choses, il y a deux types de financement qu'il faut rendre les plus automatiques possibles. C'est évidemment le financement de la surprime pour financer l'indemnisation, parce qu'il est vrai qu'il est mieux d'avoir une belle augmentation tous les 3-4 ans, qui est très raisonnable, que de se dire on attend 25 ans pour la faire, parce que le jour où on l'a fait les 25 ans, elle fait 8%, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, il faudrait une espèce d'automaticité ou de revue plus régulière. C'est la même chose, il faut le dire, pour le financement de la prévention et de l'adaptation, où il y a eu beaucoup de progrès dans la loi de finances, on est passé à un peu plus de 200 à 300 millions d'euros, mais quand on regarde le prélèvement qui est pris lui-même sur la surprime, ça aurait dû être 450 millions d'euros, et l'an prochain, c'est 520 millions d'euros. Donc il faudrait que ce financement, cette fois de la prévention et de l'adaptation, aille intégralement à de la prévention et de l'adaptation et pas à d'autres politiques, à des dépenses de fonctionnement, etc., etc. Après, je reviens sur les horizons de temps. Évidemment que sur le long terme, on peut avoir un sujet et on voit déjà qu'il y a des zones qui commencent à être tendues, pas seulement du fait des catastrophes naturelles. En général, quand vous avez un sujet, par exemple dans une collectivité locale, et en général, c'est qu'il y a un autre risque à côté, qui par exemple au hasard s'appelle les émeutes. Et même dans la majorité des cas, ce sont plutôt les émeutes que les catnats qui augmentent, sauf à des endroits très locaux. Restons sur les catnats. Mais sur la durée, mais les deux peuvent entrer en synergie. C'est tout le problème, c'est que parler séparément de différents risques qui certes ne sont pas corrélés ou a priori pas corrélés, mais en se disant on va tout faire pour essayer de sauver les catnats sur un horizon très long sans traiter un autre sujet, ça peut devenir difficile. Ouais. Ceci étant dit, sur le long terme, c'est là que la comparaison avec la sécurité sociale est intéressante. Quand vous êtes un particulier et que vous voulez être soigné face à une maladie, un accident de la vie, etc., il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Dans les catastrophes naturelles, et ça a été évoqué par la ministre tout à l'heure, quand vous avez vraiment une zone qui est en train de disparaître, érosion du trait de côte, beaucoup trop dangereuse, et que vous le savez à l'avance, on a parlé de la montagne, et la montagne, c'est pas fini. Mais ça peut être aussi une zone inondable qui inondait tous les 3 ans. On a un autre choix, qui est aussi de partir, qui est de se retirer. Alors évidemment, ça couvre une partie très très faible du territoire national. Je dis un peu au hasard, c'est 0,5%, en fait, j'en sais rien, mais c'est très petit. Mais si on ne traite pas ce 0,5 ou ce 1% du territoire dans lequel il pourrait y avoir 40% des sinistres ou 30% des sinistres, à l'évidence que les assureurs ne pourront pas rester. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un espèce de double courage. Certes, les assureurs qui sont solvabilisés par le régime CatNat, il est évident qu'ils doivent faire des efforts, mais de l'autre côté, il faut aussi avoir ce que j'appelle le courage de la cartographie, et c'est ce qui est prévu d'ailleurs dans le PNAC 3, d'avoir une vraie carte étatique, opposable, centralisée, avec en gros à peu près les mêmes règles pour tout le monde, parce que si on ne fait pas cet effort collectif, alors oui, on va se retrouver dans la situation de devoir financer des choses infinançables, et là, on mettra le système en risque. Mais sur vous suivre, vous parlez quand même de risques connus, repérés, hein, vous en avez cité plusieurs. Il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus incertains. Je prends la grêle, encore hier soir, je crois que nous voyons tous les mêmes images dans les reportages télévisés. Que faire en cas de grêle? Est-ce qu'on sait d'où elle va tomber? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle va abîmer? Est-ce qu'on connaît les dommages? Est-ce qu'on sait s'ils sont prévisibles? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? On a parlé des fissures, il me semble que ça peut aussi être quelque chose de difficile à définir et à prévoir. Je voudrais que vous réagissiez tous là-dessus, je ne sais pas qui veut, mais Madame Lavarde voulait aussi intervenir. Je vous en prie, Pascal Demerger d'abord. Sur ce point précis, parce qu'il y a les risques qu'on connaît, comme vous l'avez très bien démontré, et puis il y a ceux qui nous arrivent et qui arriveront encore plus, on en est presque sûr. Et la plus grande qualité d'un risque, c'est précisément d'être imprévisible. Pour qu'il soit le mieux assuré possible, pour qu'il soit le plus assurable possible, il ne doit pas être prévisible. Autrement, ça n'est plus un risque, il n'y a plus d'aléas, et s'il n'y a pas d'aléas, il n'y a pas d'assurance possible. C'est pour ça d'ailleurs, et pardonnez-moi mesdames, je fais un petit clin d'œil à votre rapport. Dans l'un des scénarios, le 3e je crois, vous proposez d'élargir le régime des catastrophes naturelles précisément à 3 périls que l'on appelle TNG, tempête, neige, grêle, pour garantir leur assurabilité. Mais en réalité, aussi bien pour la tempête que pour la grêle que pour la neige, il n'y a pas de problème d'assurabilité parce qu'il n'y a pas de possibilité de prévoir l'endroit
où le vent va souffler, où la neige va tomber, où la grêle va tomber également. Donc il n'y a pas de sujet d'assurabilité. Et ce qu'elle va détruire, parce qu'elle peut détruire aussi. Et ni sur effectivement l'intensité des sinistres qu'elle va provoquer. Donc on est un petit peu hors champ, j'allais dire, de la question de l'assurabilité. À partir du moment où il y a imprévisibilité, il y a forcément un aléa et donc une assurance possible. Là où le sujet se pose, c'est effectivement lorsque l'on sait de manière un peu précise quelles sont les zones qui sont exposées à tel ou tel périple. Et c'est là que se pose en effet, alors en plus ce sont les périls qui potentiellement sont les plus coûteux, hein, et en particulier le fameux RGA, retrait-gonflement des argiles, compte tenu du nombre de maisons exposées et compte tenu du coût moyen de réparation d'une maison qui a été fendue, parfois ouverte en deux, du fait du RGA, on voit bien que la multiplication du nombre, mettons 10 millions de maisons exposées par les quelques milliers d'euros potentiellement de réparation, en moyenne, on voit bien que ça fait des sommes tout à fait astronomiques. Christine Lavarde, vous vouliez aussi intervenir, puis Arnaud Schnevas, ensuite on reviendra aux outils de prévention. Pour compléter, et justement ça va faire un lien avec les outils de prévention, vous pouvez tous constater aussi que sur ces risques, notamment tempête, grêle, neige, aujourd'hui les assureurs jouent un vrai rôle en envoyant des textos, en signalant, en envoyant les gestes de prévention individuelle que chacun peut faire justement pour venir diminuer sa sinistralité potentielle. Et ce sont des choses qui peuvent aussi marcher pour des risques qui sont dans le régime CatNat. Je pense par exemple au risque cyclone. Quand la Réunion a été touchée par, le nom m'échappe, mais l'hiver d'avant, il y a eu très très peu, c'était Irma il me semble. Non, pas Bellal, pas en même temps que Mayotte, mais un an antérieurement. On est en train de dire qu'il y en a plusieurs là quand même. Voilà, et donc là il y avait eu des risques, enfin il y avait eu des dégâts moindres, il n'y avait pas eu à déplorer de perte de vie humaine parce que en fait les assureurs avaient eu le temps d'informer la population, le préfet avait eu le temps de déclencher l'alerte rouge et donc chacun avait pris toutes mesures qu'il pouvait prendre, qui parfois sont des mesures extrêmement simples comme rentrer son mobilier de jardin, fermer ses volets, mettre sa voiture si possible dans un endroit protégé. Ça, ce sont des choses qui ne coûtent rien à la collectivité et qui permettent par contre d'éviter beaucoup de dommages qui là auraient un coût significatif à verser par le système d'assurance-réassurance. Et je voulais aussi revenir sur la question des dépenses de prévention parce que ce que disait Monsieur Vieillefond est très juste, hein. Aujourd'hui, les sommes collectées au titre de la prévention via le pourcentage de la surprime, donc c'est mathématique, hein, c'est pareil, quand on augmente la surprime, forcément, on augmente cette sorte de petite caisse. On s'est beaucoup battu au Sénat pour arriver à avoir effectivement 450 millions d'euros de crédits engagés sur ces dispositifs de prévention. Alors, si on regarde très vite le fonds Barnier, on n'y est pas, mais c'est parce que en fait, le fonds Barnier, il ne permet pas de venir financer toutes les politiques de prévention possibles au titre de sa doctrine d'intervention qui exclut certains dispositifs, et aussi parce que notre droit est tellement complexe que, par exemple, si vous êtes dans une commune qui n'est pas dotée d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, vous n'êtes pas éligible au fonds Barnier. Et pour certaines communes, en fait, on ne va pas leur imposer de le faire pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont trop petites, parce qu'en fait, leur aléa est très faible. Mais pour autant, on peut avoir besoin demain d'aller mobiliser pour ces communes des crédits de prévention. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, dans la loi de finances qui a été adoptée après la commission mixte paritaire, on a utilisé 3 leviers. Le levier du fonds Barnier, le levier d'une action, c'est assez technique, mais l'action 10 du même programme budgétaire, celui de la prévention des risques, qui là vient justement apporter des crédits de prévention, notamment pour les risques hydrologiques, mais aussi pour tous les autres risques qui ne peuvent pas rentrer dans le fonds Barnier. Et on est venu créer une nouvelle action, une action justement de prévention sur le retrait-gonflement des argiles, qui est dotée de 50 millions d'euros et qui là doit venir permettre à des particuliers qui n'ont pas la capacité de payer eux-mêmes des dépenses pareilles, qui là ne sont pas très coûteuses. Ces dépenses, ça peut être élaguer un arbre qui est en proximité immédiate de votre maison et dont les racines en fait vont renforcer le stress hydrique au niveau des fondations. À l'échelle micro, ça peut coûter cher,
notamment pour les ménages les plus modestes, à l'échelle macro du système, c'est une dépense ridicule et qu'il est nécessaire de financer pour éviter, pour le coup, des coûts beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'est pour dire que la prévention, c'est une enveloppe qui va au-delà du fonds Barnier. Et juste peut-être quand même petite anecdote, alors que le Parlement va bientôt discuter de l'exécution du budget 2024, on a quand même des actions qui ont été surexécutées, c'est-à-dire qu'on est venu dépenser plus de crédits que ce qui avait été ouvert en loi de finances. Et c'est notamment le cas du fonds Barnier, où les crédits sont près de 10% supérieurs, les crédits dépensés en 2024, que les crédits qui avaient été ouverts. Le Parlement s'était mobilisé, mais bon, les contraintes font que parfois, il est plus facile de couper des actions pour lesquelles la révolte est plus difficile à faire entendre. On a bien lu dans votre projet, vous souhaitiez corriger cela. Vous nous dites les uns et les autres, on sait faire et on peut prévoir, et le métier d'assureur est quand même fait aussi pour les imprévus, comme nous l'a très bien dit Pascal Demurger. Il n'empêche, il y a des régions de France, et puisque vous avez parlé de l'outre-mer, on va y venir, où on sait qu'il y a très, très peu d'assureurs. Je ne dis pas plus d'assureurs, mais je crois qu'il en reste un ou deux sur l'agriculture dans les Antilles. Enfin, je vous avais peut-être des chiffres meilleurs que plus récents que les miens, mais c'est vraiment une peau de chagrin. Donc, que faire dans ces cas-là? Je savais, je voulais votre avis là-dessus, pour chacun d'entre vous, bien sûr. C'est quand même un des gros nœuds du sujet. D'où le besoin de coopération entre tous les acteurs. Les assureurs ne peuvent pas tout faire tout seuls. Édouard l'a dit tout à l'heure, il y a des zones du territoire qui sont, on le sait, particulièrement exposées. Les Antilles, avec le risque d'ouragan, les inondations dans le Pas-de-Calais, et puis la CCR tient secrète, mais bientôt elle publiera les cartographies des régions les plus exposées. Enfin, on sait bien qu'il y a tout un arc sud-ouest, sud-ouest, sud-est. Bon. Alors, vous savez, chez les assureurs, on dit souvent que quand un risque n'est pas bon, il ne faut pas le prendre, tout simplement. Ce n'est pas en ajoutant 50 € à l'assurance habitation que vous allez rendre profitable un risque qui ne l'est pas. Le coût moyen des catastrophes naturelles, sous le contrôle d'Édouard, ça doit être 11 000 € par sinistre quand on a une catastrophe naturelle standard. Et puis, quand on a eu les ouragans, à Saint-Martin, à Saint-Barth, c'était 100 000 € par sinistre. Bon. Donc, ce n'est pas en faisant payer 50 € de plus sur votre assurance habitation que vous allez pouvoir couvrir de tels coûts. Bon. D'où l'importance de la complémentarité entre les acteurs et de l'aménagement du territoire. Encore un mot sur ce sujet, c'est Build Back Better. C'est-à-dire, on dit aux assureurs, il faut reconstruire à l'identique. C'est ça ce qu'on attend de l'assureur. On lui dit, vous allez remettre les gens dans la situation où ils étaient avant. Et ça marche plus. Mais il y a des situations où c'est pas une bonne idée de remettre les gens dans la situation où ils étaient avant. C'est pas une bonne idée de reconstruire de la même façon. Il faut reconstruire avec des matériaux plus résilients, peut-être reconstruire en hauteur pour éviter les inondations. Et puis, Édouard l'a un peu dit avec le fonds Barnier, il faut peut-être reconstruire 500 mètres plus loin, 1 kilomètre plus loin, et un peu en hauteur pour éviter la prochaine catastrophe. Donc là, on a une réflexion collective à avoir, et aussi sans doute législative, c'est déjà dans le texte, très bien, sur le fait que c'est pas toujours une bonne idée de remettre les gens dans la situation où ils étaient avant. Un exemple, on connaît, je crois, vous me corrigez si c'est pas le cas, mais je crois qu'on sait prendre en compte les débordements, on sait à peu près où sont les zones inondables, mais la question du ruissellement, je crois, n'est pas encore bien maîtrisée. Donc, si c'est pas visible sur une carte, comment faire pour la prévenir? Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, puisque on a une connaissance quand même qui est assez bonne de ces périls et des périls qui sont devant nous. Et pour prendre les bonnes décisions, les bonnes décisions sur le terrain, mais aussi les bonnes décisions de politique publique, il faut connaître en quelque sorte les lois de la nature, qu'elles soient assurantielles, réassurantielles. Et je voudrais en citer quand même quelques-unes dans ce débat. La première, c'est qu'il y a des endroits, effectivement, où l'aléa devient une certitude. Donc ça, c'est l'érosion du trait de côte. On ne peut pas assurer quelque chose qui est une certitude, qui va disparaître. Votre maison, elle va passer automatiquement dans le domaine public maritime. Vous ne le verrez même pas passer. Donc de toute façon, on ne peut rien faire. Un autre sujet, notre système repose sur une collaboration et sur un partenariat public-privé entre la CCR, l'État qui offre sa garantie, les assureurs. Les réassureurs privés sont toujours là. Ils sont en concurrence avec nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le système repose sur le fait qu'en France, on est très bien assuré en multirisque habitation. Et on voit très bien que dans les pays dans lesquels ce n'est pas le cas,
Ça Oui, marche ça a été beaucoup moins. rappelé. Les Allemands, s'ils veulent passer un système français CatNat, ils pourront, parce qu'il suffit d'ajouter un système CatNat à une assurance habitation qui est déjà en Italie, où ils essaient de lancer quelque chose de comparable. C'est beaucoup plus compliqué. Ils ont commencé par les PME. Pourquoi? Parce que la MRH, la multirisque habitation, n'est pas vraiment là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde le territoire français, vous pouvez avoir des zones totalement inassurables, traits de côte, certaines zones montagneuses, certaines zones trop inondables, comme l'a évoqué Arnaud. Mais aussi, la base, c'est la MRH, c'est l'assurance. Et si on a des zones de développement économique ou de normes constructives qui sont inférieures et qui, par nature, ont un taux de couverture MRH qui n'est pas la couverture nationale à 97 ou 98%, évidemment qu'on a un problème en amont et qu'il faut traiter avant, et que ce n'est pas en rajoutant des changements dans la réassurance CatNat qu'on aura un avantage, qu'on arrivera à corriger les choses. Les chiffres sont assez emblématiques, hein. À Mayotte, on est entre 20 et 25% de taux de multirisque habitation. Et encore, c'est parce qu'il y a eu de départementalisation et qu'à cette occasion-là, il y a eu beaucoup de fonctionnaires et beaucoup d'assurances de fonctionnaires. Quand vous allez à la Réunion, Guadeloupe, Martinique, vous êtes entre 60 et 70% environ, mais c'est encore assez éloigné je dirais, de ce qui se passe en métropole. Donc, il faut avoir ces éléments-là en tête. Et le plus important, enfin les deux plus importants à mon sens, pour bien réfléchir à ce régime, c'est d'abord que on ne prend dans le régime que ce que les assureurs ne peuvent pas faire tout seuls. Quelle est la vraie différence entre tempête, grêle-neige, TGN et les CatNat qu'on appelle CatNat? Alors, c'est très français d'appeler ça CatNat, puisqu'en fait, une grosse tempête ou une grosse grêle, c'est aussi une CatNat. Mais en France, vous savez, c'est comme l'assurance vie. Nous, l'assurance vie, c'est la finance. Dans les autres pays, c'est de la prévoyance. On a toujours un mot d'avance. Mais en fait, la différence entre la CatNat réglementaire et la CatNat, qui est une CatNat, mais qui n'est pas réglementaire, qui est tempête, grêle-neige, c'est parce que sur tempête, grêle-neige, en tout cas aujourd'hui, les assureurs peuvent faire sans aide de CCR, de l'État, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carence de marché. Et c'est là que le débat sur la sécurité sociale est assez amusant. Beaucoup d'entre vous dans cette salle doivent se rappeler qu'il y a quelques années, il y avait un grand réassureur privé français, que je ne nommerai pas, qui commence par S, et qui n'aimait pas beaucoup la CCR et ce système-là, et qui disait la carence de marché n'existe pas. Et on s'est rendu compte, au bout d'un certain nombre d'années, y compris Bruxelles et les autorités, la Cour de justice de la Communauté européenne a dit mais si, il y a des carences et on comprend qu'il y a une aide d'État pour faire fonctionner tout ça. Là, on passe un peu de l'autre côté en disant mais attendez, on va tout socialiser. En fait, le sujet qu'on a, nous, c'est que quand on n'a pas besoin d'être là, quand il n'y a pas besoin de mettre la garantie de l'État parce que le système fonctionne et qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas besoin. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité qu'en fait, effectivement, ça varie. La grêle est un excellent exemple. Aujourd'hui, la grêle, c'est finançable par les assureurs seuls. Et j'espère que ça le restera pendant des années et des décennies. Mais si vous avez un seul événement, comme celui de 2022 à 6 milliards d'euros en France, ou 6 milliards d'euros dans le nord de l'Italie de 2023, qui se reproduit non pas dans 100 ans ou 200 ans, mais dans 10 ans, je pense qu'on en reparlera tous autour de cette table. Donc ce qui est important, c'est d'avoir vraiment ces éléments en tête. Et là, pour le coup, ça ne sera plus soutenable, on est d'accord? Si, alors il y a deux notions, il y a un autre mot piège, table ronde. Et très vite là-dessus, il y a un autre mot piège, c'est l'inassurabilité. Et on dit on arrive à assurer chez CCR ou à solvabiliser les assureurs pour assurer l'inassurable. C'est quand même pas intuitif. Et attendez, c'est pas assurable et vous l'assurez ou vous permettez de l'assurer. Quand on dit inassurable ou extrême, c'est qu'il faut une aide et qu'on va arriver à l'assurer grâce à cette aide. C'est tout l'enjeu du partenariat public-privé. C'est en gros, je caricature, mais c'est la même chose qu'une subvention pour construire une autoroute ou une LGV, une ligne à grande vitesse. Vous avez besoin d'une subvention qui est le minimum dont ont besoin les partenaires privés pour faire l'autoroute, pour faire la LGV, mais pas plus. Le régime CatNat, c'est un peu pareil. Il y a une garantie de l'État, au passage ex-ante, ce qui permet à l'État d'être rémunéré et ne pas être payé ex post. Mais en fait, ce système permet de solvabiliser les assureurs et de rester dans le marché. Et aujourd'hui, cette frontière peut bouger. Et c'est pour ça que nous, chez CCR, on suit aujourd'hui en réalité une quinzaine des risques. Alors le premier aujourd'hui étant évidemment anthropique, étant les émeutes, mais c'est très important de suivre régulièrement les risques qui peuvent entrer dans cette première frontière. Mais c'est la première frontière. Après, il y a une deuxième frontière. Alors là, c'est pas assurable du tout. Et là, il faut s'en aller. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il est clair qu'il y a une rentabilité sociale, pour pas dire socio-économique, quand on arrive et qu'on utilise CCR. Mais il y a un moment, quand on va trop loin, ça ne vaut plus le coup, rien que pour les dommages, et je parle même pas de la vie humaine, ça ne vaut plus le coup d'assurer à certains endroits. Ce qui est très différent d'une philosophie inspirée de la sécurité sociale. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut sauver les gens. D'accord, mais il faut aussi, pardon, je laisse passer l'applaudissement, mais il faut aussi faire savoir, parce que ça a été dit en début de notre table ronde par Arnaud Knudsen, est-ce qu'il y a assez d'informations sur le sujet? Est-ce qu'on est au courant de l'assurabilité, cette fameuse carte dont vous êtes plusieurs à parler, je crois, où est-elle? Apparemment,
elle n'est pas complète ou est insuffisante, ou il faudrait constamment la corriger. Je ne sais pas, Pascal Demerger, là-dessus, est-ce qu'on dispose de toutes les données nécessaires? Oh, je crois qu'on dispose, oui, d'une connaissance aujourd'hui qui, enfin, je parle sous le contrôle d'Edouard, évidemment, qui maîtrise justement cette cartographie des risques. Mais oui, aujourd'hui, on dispose de données extrêmement précises. Et quand je dis extrêmement précises, c'est à l'adresse même. Hein, Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recenser tous les lieux sur le territoire français? Oui, complètement. Y compris l'outre-mer? Vous répondez oui? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et comment dirais-je, d'attribuer un niveau de risque à chacun de ces lieux. Donc la connaissance n'est pas le sujet, ou d'une certaine manière fait partie du problème si ça devait demain inciter des assureurs à ne plus couvrir certains risques. Moi, je partage ce que j'allais dire rétrospectivement, ce que dit Édouard Vieillefond sur la pertinence du régime actuel des catastrophes naturelles et le fait qu'il a permis depuis sa création il y a un petit peu plus de 40 ans, de garantir l'assurabilité et le fonctionnement finalement du système pour un coût individuel pour le particulier extrêmement limité. Hein, et franchement, ce système en effet envié un peu partout est redoutablement efficace. Je crois simplement que le moment est venu aujourd'hui pour éviter précisément le risque de retrait d'un assureur ou de X assureurs de telle ou telle zone trop exposée. Et je rappelle que c'est déjà le cas. Enfin, il y a des retraits. Il y a des retraits. Sans doute, peut-être. En tout cas, faisons en sorte de créer un système qui neutralise ce risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en effet je suis assureur et que je suis tenté de me retirer de telle ou telle zone, c'est parce que le niveau est trop exposé. Comme le disait très justement Arnaud Schneeweis, il y a un déséquilibre gigantesque entre l'exposition financière de certaines zones, parce que le montant des sinistres est extrêmement élevé, et ce que je pourrais éventuellement faire en augmentant la prime d'assurance de telle ou telle maison fortement exposée. Donc ça n'est pas par l'augmentation des tarifs individuels que je vais pouvoir couvrir l'exposition très élevée de la maison en question. Donc si je ne peux pas le faire de manière individuelle, il faut le faire de manière collective, en mutualisant le risque entre l'ensemble des assureurs, et donc derrière, évidemment, entre l'ensemble des assurés. Et c'est là que la CCR et le régime des catastrophes naturelles peut jouer un rôle absolument fondamental. Il joue déjà ce rôle-là. Je crois qu'on peut aller très au-delà de l'existant en organisant une prise en charge par la CCR très différenciée des sinistres climatiques selon qu'ils surviennent dans une zone exposée, la CCR interviendrait très fortement, ou qu'ils interviennent dans une zone très peu exposée, la CCR interviendrait très peu, voire même pas du tout. Ça permettrait d'égaliser le niveau d'exposition des assureurs de premier niveau, j'allais dire, hein, la CCR assumant le risque de pointe et mutualisant tout cela sur l'ensemble de l'assurance habitation en France. Et à cette condition, alors oui, pour répondre à la question de la table ronde, à cette condition et à cette condition seulement, le risque climatique est durablement soutenable. Peut rester soutenable. Arnaud Schneeweis, peut-être, avant de revenir dans la salle, où je vois qu'on a quelques réactions déjà sur tout ce qui vient d'être dit. Et j'insiste un petit peu sur cette disponibilité des données. Là, on me dit qu'elles sont... Oui. Moi, je voudrais revenir sur deux points. Sur la prévention, dont finalement on n'a peut-être pas suffisamment parlé, mais voilà, on a le temps qu'on a. L'importance de faire des exercices, donc l'importance de la sensibilisation du public, l'importance de faire des exercices. Moi, je trouverais que tous les quelques années, tous les 3 ans, tous les 5 ans, il devrait y avoir un exercice de simulation de crue de la Seine pour parler de nous. Quels sont les bons réflexes à adopter? Quels sont les risques qui pèsent sur mon habitation selon l'endroit où j'habite? Et si une crue de la Seine intervient, qu'est-ce que je dois faire? Où faut-il évacuer?
et une mobilisation de tous les acteurs pour chacun voir la d'entre nous, coordonner. oui. Oui, absolument. Donc la prévention, il faut qu'elle soit très concrète. Il ne faut pas qu'elle soit simplement théorique avec de l'information. Bon, c'est très bien l'information, mais il faut aussi donner des conseils très concrets aux gens. Quels sont les risques concrets qui pèsent sur votre habitation et sur vous à titre personnel dans vos vies? Si jamais le risque se produit, où est-ce que je dois évacuer? Et voilà ce que je dois faire concrètement. Première chose que je voulais dire. Deuxième chose, avec ma casquette là, vraiment de médiateur de l'assurance, je vois bien sur les problématiques de sécheresse l'incompréhension des gens. Puisque un expert est envoyé, dont il doute souvent de l'indépendance, de la qualité des conclusions. Il critique le délai qu'il a mis à venir et il regrette le manque de transparence sur le rapport de l'expert. Bon, les gens les gens ont du mal à admettre que l'expert puisse conclure que les fissures de l'habitation dues à la sécheresse mais sont dues à un défaut de construction de la maison ou aux racines de l'arbre qui est planté trop près de la maison, ont sapé les fondations. Donc on voit beaucoup d'incompréhension sur ces problématiques de sécheresse, retrait, gonflement des argiles, comme on dit. Et donc il y a vraiment un gros effort à faire de pédagogie, d'information. Quelles sont les bonnes mesures de prévention à prendre pour éviter que le risque de fissuration? Donc de ce point de vue-là, il y a sûrement des techniques peu coûteuses qui permettent de faire de la prévention, d'arroser autour de la maison. Et d'autre part, il y a vraiment un grand effort de pédagogie à mener pour bien renforcer l'idée auprès des assurés que l'expert qui est venu faire les constatations et sur la base duquel l'assureur se fonde pour décider de payer ou pas, l'expert est bel et bien indépendant, l'expert est bien de grande qualité, est un professionnel de la construction, l'expert est transparent dans son rapport, il le transmet rapidement et c'est le même rapport pour l'assureur et pour l'assuré. Beaucoup de soupçons à cet égard. Voilà, il y a des grands progrès à faire là-dessus. Et ça, c'est une tâche qui incombe aussi aux assureurs, peut-être pas seulement, mais beaucoup aux assureurs. Et disant cela, vous pensez qu'on pourrait le faire davantage? Bien sûr, les assureurs peuvent dire je ne maîtrise pas la profession d'expert, mais tout de même. Non, je ne parle pas de l'expert, mais de l'information en général, de tout ce que vous nous dites. La formation aussi au risque, bien prévenir, qu'on soit bien conscient. Bien sûr, c'est un effort collectif. Oui. Mais vous semble-t-il que l'assureur fait ce travail-là ou peut-être que... Il le fait déjà, on peut sûrement faire encore mieux. Christine Lavarde, puis on ira dans la salle. Non, mais justement, pour faire un petit sondage, qui dans la salle a déjà été consulté le portail Géorisque? Beaucoup, mais voilà. Vous êtes des experts. Oui, voilà. C'est une salle de spécialistes, parce que si je vais dans la rue, je suis pas sûre d'avoir le même résultat. Parce que si vous me demandez à moi, je vous dis non. Ah bah voilà, donc j'ai trouvé une béotienne dans cette assemblée. Parce que donc le portail Géorisque, c'est un portail qui est porté par le ministère, qui a été complètement refondu il y a moins de 2 ans et qui justement vise à agréger en un endroit unique toutes les informations géologiques, hydrologiques sur les vulnérabilités potentielles de votre adresse. La chose que ne fait pas ce portail, c'est de venir y ajouter un croisement avec les données qui là sont à la disposition des assureurs sur quel est le passif de sinistralité. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que si on regarde quand même ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, alors même que si on rentre dans Géorisque, des adresses situées sur la côte normande, sur la côte girondine, on va trouver des endroits où il est très probable que les eaux montent au-dessus de la ligne d'eau de la maison, dans un horizon de 20 ans, 30 ans, 50 ans. On va continuer à avoir des transactions immobilières à un prix très élevé, comme si ce risque n'existait pas. Et donc, c'est là où c'est finalement à l'individu qu'il a choisi de prendre son risque. Alors, soit il fait ça en se disant que de toute façon, c'est la société qui viendra couvrir la perte de capital qu'il fait en achetant cette maison. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a quand même une faille dans le système, puisque alors même que c'est un risque qui est en tout cas identifié, sur lequel on a informé, puisque aujourd'hui, à chaque fois que vous achetez un bien, vous avez l'ensemble de ces documents qui vous sont imprimés par votre notaire, qui vous obligent à les lire dans son bureau. Et vous devez signer en bas que vous en avez pris connaissance. Donc l'information, elle est connue. La loi prévoit même qu'on vous la donne sous les yeux au moment où vous allez signer. Et pour autant, rationnellement, en homo economicus, vous allez signer pour acheter cette maison à un prix très, très élevé. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous acceptez de prendre cette part de risque. Sinon, vous iriez acheter une maison à 500 mètres plus loin, mais pour lequel la montée des eaux est beaucoup plus incertaine. Donc voilà, c'est là où aussi il faut que chacun... vous voulez, donc vous prenez le risque. Mais voilà, il faut aussi que chacun prenne sa part de responsabilité
dans le risque qu'il assume de prendre et le risque qu'il n'assume pas de prendre. Partage des responsabilités. Et c'est pas vrai pour tous les risques, mais en tout cas sur le recul du trait de côte et la montée des eaux, ça, ce sont des choses qui sont visibles. C'est beaucoup plus difficile pour le retrait-gonflement des argiles. Ah oui, l'exemple fort dont vous parlez. Dans la salle, voilà, nous avons une ou deux réactions. On ne prendra peut-être pas tout le monde. Est-ce qu'on a des micros, au fait? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, au troisième rang, là, qui nous avait demandé la parole, et puis derrière vous, madame. Merci de réponse, questions courtes et réponses courtes aussi, je vous le demande. Dominique Chauvin, prospectiviste. Je voulais revenir sur la comparaison avec la sécurité sociale, qui est dans le rapport et que vous avez évoqué également. Dans le cas de la sécurité sociale, on en parlera dans la deuxième table ronde, mais allez-y. Ça couvre un risque qui est contenu à l'échelle du territoire national et qui est géré au niveau du territoire national. Il y a un contre-exemple célèbre, qui est le Covid-19, où là, on est passé au niveau européen. Mais dans le cas qu'on évoque, le risque, il est entièrement exogène. Il n'est pas du tout contenu à l'intérieur du territoire, il est totalement exogène, en ce sens que la responsabilité, elle est à 98% extérieure. La responsabilité de la France dans le climat, elle est de 2%. Et donc la question qui se pose pour les dommages que vous évoquez, qui sont des sommes colossales dans le futur, c'est de voir comment ces dommages devraient être réintégrés au sens où le GIEC le fait dans la gestion de ces dommages qui doivent être donc internationaux. Et du coup, la vraie question, c'est ceux qui ne jouent pas le jeu de l'atténuation. Ils devraient à ce moment-là être responsables des dommages de ce que vous appelez l'adaptation ou l'assurabilité. Et ça, c'est un sujet qui doit donc être reporté un cran plus haut. Et je sais que c'est très difficile, mais on voit bien la difficulté. Mon deuxième point, et 1 minute de plus, c'est sur la prise de conscience. Au risque de vous contredire, Pascal, la prise de conscience n'est pas du tout faite. Il y a 20 000 ans, l'eau était 120 mètres plus bas, comme tous les experts le savent. Elle est montée en 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, le climat est stable. Mais ce que personne ne sait, c'est que ça correspond à 4 degrés. 4 degrés au niveau mondial. À ne pas confondre aux 4 degrés français que la ministre a évoqués. Par conséquent, quand on dit le dommage à 4 degrés qu'on va s'adapter ou qu'on va assurer, ce n'est pas vrai du tout. Mais 4 degrés si rien n'est fait, hein, si je m'abuse. Alors, vous avez un petit peu anticipé sur notre deuxième table ronde, ce qui n'est pas en soi un problème. Peut-être voulez-vous nous faire la transition les uns les autres. Quelqu'un souhaite répondre à cette double remarque rapidement? Et puis, madame, je vous ai vu. On répond à la première question. Non, mais très rapidement sur la question de la mesure de l'impact, en fait. Déjà, on a un sujet avant, qui est combien on met d'argent dans l'adaptation qui va être pris à l'argent de l'atténuation et de la décarbonation. Et c'est le sujet qu'on a aujourd'hui, puisque justement, le débat budgétaire, c'est est-ce qu'on arrive à faire monter l'argent, les lignes budgétaires. Alors, on n'a pas parlé de la ligne pour le retrait-gonflement des argiles, mais qui existe aussi. Est-ce qu'on va arriver à dégager suffisamment de moyens budgétaires dans l'ensemble de la réponse au réchauffement, au changement climatique, sachant qu'aujourd'hui, on est parti plutôt sur quelque chose qui privilégie l'atténuation. On comprend pourquoi. Déjà, la première question, c'est la première question qui arrive avant de répondre à celle que vous avez posée. Et ensuite, sur votre question elle-même, comment on fait? Bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est là qu'on a besoin d'avoir des calculs sociaux ou socio-économiques. C'est-à-dire que quand on mesure des dommages, nous, CCR, on est un réassureur de dommages. D'abord, on ne s'occupe pas de la vie humaine. Donc, pas s'occuper de la vie humaine, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on ne traite pas, qu'on n'analyse pas et qui est la grande priorité. Avant de regarder s'il y a plus ou moins de dégâts en montagne, le trait de côte ou ailleurs, ce qui compte, c'est de savoir s'il va y avoir des morts ou pas de morts. Le trait de côte sableux, en général, il arrive assez lentement, vous risquez pas grand-chose le temps que la dune avance. En revanche, ce qui s'est passé à la Bérarde, si vous le mettez au carré, un endroit où ça se passe mal, là, vous allez avoir des dizaines de morts, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, il faut mesurer les impacts, non seulement dommages, mais vie humaine et l'ensemble des dommages globaux, socio-éco, les pertes d'exploitation, les pertes d'investissement, les pertes de consommation. Et ce sont des travaux que des organismes internationaux, que nous savons faire, y compris dans cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à France Stratégie, dont maintenant au commissariat général au plan à la stratégie. Il faut absolument que nous fassions tous ces calculs pour ne pas mesurer seulement les dommages, mais mesurer l'ensemble. Or, structurellement, depuis 1946 en France, on a toujours séparé, et ça c'est un choix très différent de celui des Espagnols. Il y avait la vie, la santé avec la sécurité sociale d'un côté, il y avait l'agriculture, puisque le régime calamité agricole a commencé à être construit dans ces années-là, et ensuite il y avait CCR qui a été construit en 1946 et qui a été ensuite abreuvé, si j'ose dire, du régime cadenat en 82.
Donc, il faut faire ces calculs-là, et je pense qu'on va en avoir besoin encore beaucoup plus que ce qu'on a fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour construire des LGV ou construire des autoroutes. Oui, merci de mentionner cette question des vies humaines. On parlera aussi de santé et d'emploi, mais sans doute dans notre deuxième table ronde. Madame, vous souhaitiez aussi poser une question. On a encore quelques minutes. Effectivement, moi, je parle pour ceux, justement, qui sont sans voix dans cette assemblée, c'est-à-dire les petits, ceux qui ne peuvent pas s'en aller de façon simple. Je pense à mes concitoyens moi, je suis du département du 94. On a une zone inondable qui est inondée maintenant tous les 2-3 ans, à peu près systématiquement. C'est une catastrophe naturelle récurrente, alors c'est plus vraiment un risque imprévisible. Mais néanmoins, les personnes qui habitent là n'ont pas, effectivement, les moyens de se reloger en région parisienne dans une zone moins chère, enfin aussi peu chère que celle-là, surtout que les prix se sont quand même là un peu effondrés parce que les gens ont enfin compris qu'effectivement, tous les 3 ans, il fallait refaire une partie des choses. Mais ces gens-là, c'est une majorité. Alors, évidemment, ceux qui achètent des résidences secondaires très, très, très chères sur le trait de côte, etc., oui, il y en a. Mais ceux-là, effectivement, on peut se dire, ils prennent leurs responsabilités, ils prennent leurs risques. Mais les autres, ils n'ont pas le choix, notamment les personnes âgées. Moi, je suis CFDT retraitée, alors évidemment, c'est à cela que je pense. Et pour cela, il faudra quand même envisager effectivement une aide au déménagement, à la relocalisation, à des choses comme ça. Et peut-être, effectivement, alors la perte de patrimoine, leurs enfants, ils auraient de toute façon pas eu un grand patrimoine, mais simplement une protection de leur propre vie. Tout à fait. Prise en compte. Effectivement, je suis tout à fait contente d'avoir entendu enfin parler des dégâts humains. Parce que pour ces personnes, c'est là que c'est la catastrophe. On va demander à Christine Lavarde de vous répondre, madame. C'est vrai que quand même, on le voit tous sur les images très nombreuses que nous avons maintenant, ce sont souvent des petits propriétaires, voire locataires. Et justement, donc, tout à l'heure, on évoquait vite fait cette proposition de loi et qui répond d'une part au reconstruire mieux, c'est-à-dire en fait sortir du principe de l'assurance, d'une part en construisant, en venant réparer des maisons pour les rendre résilientes à la répétition de ces événements, notamment en mettant un système électrique qui soit au-dessus du niveau auquel l'eau monte en cas d'inondation répétitive. Voilà, un exemple parmi d'autres. Et aussi, en venant permettre, en fait, que votre maison, si jamais elle est sous l'eau et qu'on sait qu'elle sera de nouveau sous l'eau, que le fonds Barnier vienne justement la préempter d'office et vous allez recevoir une indemnisation, cette fois-ci, pour aller vous reloger ailleurs. Ça, c'est en prévention parce qu'on sait que ça peut arriver. Voilà, que ça peut arriver de nouveau. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est des mécanismes qui n'étaient pas permis par le fonctionnement du marché de l'assurance tel qu'il est prévu. Parce qu'effectivement, le marché de l'assurance, le principe, c'est que l'indemnisation ne doit pas provoquer un enrichissement sans cause. Et heureusement, parce que sinon, on aurait un système qui ne pourrait pas marcher. Et donc là, c'est pour répondre notamment à ces cas assez précis que la proposition de loi propose d'aller plus loin et de venir modifier, alors de manière encadrée pour éviter toutes les dérives, mais justement, et puis ça peut permettre de venir répondre aussi à d'autres objectifs de politique publique. Quand on pense au zéro artificialisation nette, très certainement que collectivement, on aurait intérêt à ce que ces terrains qui soient inondés en fait soient redonnés à la nature pour recréer des bassins d'expansion des fleuves, des rivières, et de venir finalement remettre les habitations dans des endroits plus sécurisés et peut-être déjà artificialisés. Et construire, si l'on le peut, ailleurs ou en tout cas autrement, ce que disait aussi Arnaud Steweiss tout à l'heure. Je pense qu'on va rester là sur cette première table ronde en vous remerciant beaucoup tous les quatre de vos analyses. Merci infiniment.